Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors aujourd'hui, on va présenter le portefeuille de N6. N6 a bien voulu nous partager son portefeuille ici en privé dans le Discord. Donc, je vous rappelle ici que si ça vous intéresse, comme l'exercice qu'on a effectué ici avec le portefeuille de Val de Roche, je rappelle que ce sont leurs pseudonymes ici. Donc, ils m'ont pas donné la permission de mentionner leur nom ici. Donc, je vais garder les pseudos du Discord ici. Donc, je rappelle que pour ceux qui veulent également, vous pouvez m'envoyer un message privé ici dans le Discord et on essaiera ici de porter une observation sur le portefeuille. Je rappelle que ça reste une observation assez subjective parce que ce jeu, entre parenthèses, est dangereux. Parce que ici, le portefeuille, quand vous me le présentez, je n'ai pas d'informations concernant le narratif derrière chaque choix d'investissement. Je ne connais pas vos objectifs d'investissement et je ne peux pas donc apporter un jugement de valeur, enfin, entre parenthèses, objectif sur votre portefeuille actuellement. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que si j'ai un élément négatif ou positif à mentionner ici, vous allez changer ou bien être optimiste par rapport à votre portefeuille, s'il vous plaît. D'accord? Donc, il faut savoir que il y a un ensemble d'informations que je n'ai pas ici et l'observation que je porterai ici, c'est par rapport à mon expérience et mon expérience n'est peut-être pas aussi valable que la vôtre. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça. D'accord? C'est juste une observation. Et si vous avez des questions, etc., mentionnez-les-moi en message privé ici, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent également partager leur portefeuille, on a le Discord ici, vous m'envoyez un message privé. Dans le Discord ici, mon nom est simple, hein, vous allez me retrouver sur le pseudonyme ESSO429, d'accord? ESSO429, ok? Donc vous n'allez pas me rater, c'est moi qui porte le pseudonyme ESSO429 dans le Discord. Donc, alors, on va aller directement ici, on va regarder le portefeuille de N6, d'accord? Donc, ici, comme je l'ai dit, pour ceux qui vont partager leur portefeuille, s'il vous plaît, donnez-moi la pondération par ligne ainsi que la pondération par secteur d'activité. Si vous avez également votre objectif, vous pouvez me le partager également. Donc voilà, donnez-moi le maximum d'informations possible ici afin que je puisse avoir le moins, le moins de, enfin le plus d'informations, enfin que je puisse être voilà assez ça me pourra me permettre ici de peut-être mieux vous cerner, d'accord? Donc après à la fin de la journée, ça reste ici une observation et ça ne vaut strictement rien du tout, d'accord? C'est comme si vous étiez en train de communiquer avec un ami, d'accord? Mais faites déjà attention, ce genre comme je l'ai dit tantôt, ce genre d'exercice là est très dangereux. Un portefeuille c'est personnel et ça dépend de beaucoup d'autres éléments qu'on n'aura peut-être pas ici, ok? Donc maintenant, on va sur le portefeuille de N6. Donc, N6 a deux portefeuilles. Alors, je pense que ça, c'est le PEA et également, il y a un CTO parce que voilà, le CTO, il doit avoir deux entreprises dans le CTO. Donc, ça, c'est le PEA de N6. Donc, dans le PEA de N6, on retrouve quoi ici? On retrouve à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 actions individuelles et 3 ETF. Ok, donc on voit ici que les 7 actions individuelles pèsent pour 81% du portefeuille et les ETF ici pèsent pour à peu près pour 18% du portefeuille. Je pense que c'est un portefeuille qui est encore en construction. Donc on peut se dire ici que bon, cette action, ça peut sembler petit, mais je pense ça va avoir tendance à augmenter également dans le temps. D'accord? Donc on va pas être, on va se dire que N6 c'est à peu près que ça va pouvoir, on pense que ce portefeuille-là va pouvoir également augmenter. Donc je dis souvent que par rapport au nombre d'actions, les actions ici, gardez-les en dessous de 20. Sinon, même ça devient assez lourd à suivre à partir de tout ce qui est supérieur à 20 ici. Donc, tant que tu as moins de 20 actions ici, et encore, ça dépend du temps que tu es prêt à mettre. Donc, si tu as du temps pour investir, tu peux faire du stock picking. Si tu n'as pas de temps, d'accord, va prendre des ETF et fais du DCA. D'accord? Pas besoin de 400 000 ETF. Sélectionne 2, 3 qui sont assez intéressants pour toi. Et voilà, tu les gardes et tu investis mensuellement. Mais si quand on parle d'actions, c'est la lecture des rapports financiers, on écoute les conférences calls, on lit à peu près tout ce que l'entreprise va publier au courant de l'année, dans chaque trimestre ici. Et s'il y a une réunion des investisseurs ou bien une présentation aux investisseurs, on va également écouter cela ou bien regarder ce que le management mentionne. Donc, c'est un suivi quotidien, d'accord? C'est un suivi particulier. C'est pour ça que ça prend énormément de temps, ok? Donc, ici, je vais d'abord commencer par les ETF. Alors, pour les ETF, si je vous ai dit que généralement pour un ETF, je regarde d'abord ce que l'ETF fait, d'accord? On investit dans quoi, etc. Quelle est la stratégie derrière l'ETF. Ensuite, on va regarder l'encours sous gestion. Ensuite, on va regarder ici les frais sous gestion et on va regarder la performance de l'ETF en question. Donc, si on prend par exemple le Lixor Stock Europe 600, d'accord, on va le prendre Ilker, donc on le met ici. Je vais prendre le Lixor, donc c'est bien ça, donc je vais juste faire comme ça. On va aller sur YouTube, pas YouTube, on va aller sur, comment on appelle ça, sur Google, donc c'est le Lixor Europe 600 Ilker. Ok,
Donc, j'aime bien les entreprises, actuellement, la période actuelle, les entreprises exerçant dans le secteur de la santé sont généralement assez dépréciées. J'ai également pu l'observer tantôt. Et c'est un secteur défensif. Donc, c'est un secteur, généralement, vous allez voir que le bêta est peut-être légèrement inférieur à 1. Donc, c'est un secteur qui pourrait bien se comporter, surtout sur la période actuelle. D'accord? Donc, ici, c'est un secteur qui est très tourné vers l'Europe. Et l'Europe également, on se rend compte que, même pas qu'on se rend compte, on sait on a énormément de, je vais dire, on a énormément de grands laboratoires pharmaceutiques ici. Donc, ça peut être assez intéressant. Donc, on voit ici les frais d'encours sous gestion, on a 0,30, mais ici, attention, il faut comparer les frais d'encours par rapport à un autre ETF qui fait la même chose, ok? Et ainsi que exactement les frais courants. Donc, ici, on voit que est un ETF conforme aux directives, donc ils ont tendance à faire quoi? C'est Stocks Europe Super Sector sont indices, blablabla. Stocks Europe Super Sector sont composés des plus grandes compagnies européennes, chacun 18 super secteurs, blablabla. Donc, en fait, je pense qu'ils sont, c'est un ETF qui est censé investir uniquement dans des entreprises européennes de qualité dans le secteur healthcare. Quand on dit de qualité, je pense que ce sont les plus grosses. Ok, maintenant, parce que l'option qualité ici dépend de beaucoup d'autres choses. Est-ce que ça dépend peut-être du retour sur investissement des capitaux, etc. Donc, on n'a pas cette information-là ici, mais je présume que déjà, ce sont les plus grosses entreprises pharmaceutiques ou bien dans le secteur de la santé. Ok, donc on peut voir ici que la composition de l'ETF, Novo Nordisk, Roche, AstraZeneca, Novartis, Sanofi, GlaxoSmithKline, Bayer, Excelor, Lonza et Alcon. Je pense que déjà, pour tous ceux qui sont plus hauts ici, on les a déjà étudiés sur la chaîne Top Invest. Et Lonza, c'est une très belle entreprise, ainsi que Alcon. Oui, Alcon, c'est une très belle entreprise d'ailleurs. Il y a beaucoup d'entreprises qu'on n'a pas encore eues. Ces deux entreprises sont de très bonnes entreprises, mais maintenant, je pense que le prix également vient avec. Donc, on continue ici. Donc, on voit qu'il est constitué à peu près de, voilà, c'est 56 entreprises. Donc, vous voyez que plus la pondération par devise. Ici, on est dans le secteur de la santé. Donc, on va ici, vous voyez également la pondération par pays, etc. Donc, quand on regarde, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la performance sur une longue période de temps. Je vois ici que sur les 10 dernières années, ici, on a à peu près 9,25. C'est tout à fait respectable. C'est même très bien. D'accord? Donc, 10% en moyenne sur les 10 dernières années. Et je rappelle que quand on dit 10 dernières années, ça ne prend pas en considération la période comment on appelle ça? La période ici comment on appelle encore ça? Donc, la période de subprime. Donc, il faut généralement privilégier un ETF qui a déjà été éprouvé par le temps. Donc ici, son indice de référence, vous pouvez le rechercher. C'est quoi son indice de référence? Et une fois que je pense que son indice de référence ici, c'est le Eurostock 600, donc Stock Europe 600 Healthcare. Donc quand on cherche maintenant l'indice de référence, je fais ça. Je vais sur directement Google. On va aller regarder, on tombe ici, Healthcare Contigo, donc je vais aller regarder ici la performance sur une longue période de temps, donc je ne pense pas qu'il me donne la performance sur ce site-ci, parce que j'ai déjà eu tendance à l'utiliser tantôt, mais il me donne à peu près, je veux la performance cumulée généralement, mais on ne l'a pas ici, mais vous pouvez voir à peu près l'évolution sur les dernières années. Donc vous voyez ici que depuis 1987, d'accord, on a commencé à 55, aujourd'hui on est à 1000 et poussières, donc vous pouvez juste faire ça ici, et vous pouvez le faire ici annuellement, vous pouvez trouver le rendement annuel ici, donc c'est pas si mauvais que ça, donc même pas que c'est pas si mauvais, c'est très bien, c'est une performance assez respectable ici, donc c'est une bonne chose. Donc cet ETF est bien, et en plus il est cumulatif ici, donc moi j'aime bien les ETF cumulatifs ici. Les ETF distribuants, bof. Voilà, vaut mieux un ETF cumulatif parce que distribuant ici, techniquement, la partie qu'on va nous distribuer, vaut mieux en quoi l'acheter une action derrière ou bien, voilà, on ne veut pas payer d'impôts derrière ou quoi que ce soit. Et encore, je ne sais pas si vous êtes dans un PEA ou quoi que ce soit, comment est-ce que ça se passe au niveau de la fiscalité pour les impôts, ok? Enfin, pour les impôts sur le dividende, ok? Donc, vaut mieux généralement choisir un ETF cumulatif ici, c'est encore mieux. Parce qu'on sous-entend que l'ETF en question, vu que vous allez faire du DCA, vous allez choisir et investir ces dividendes-là chaque mois ici. Ok, donc ça c'est pour l'ETF en question. En suivant ici, on a le Stock Europe Select Dividend 30. Donc, je pense que celui-ci investit uniquement dans les entreprises. Donc, il est distribuant, donc il investit uniquement dans les entreprises qui versent de gros dividendes dans l'indice Europe Stocks. Donc, maintenant, je pense que j'ai dû le regarder également ici. Donc, la performance n'est pas mauvaise pour cet ETF-là. Donc, je pense qu'il s'appelle ici, son ticker symbole, c'est CEL, si je ne me trompe pas.
SEL, je l'avais tantôt regardé. Donc, il n'est pas si mauvais que ça. J'ai également vu qu'il avait une assez bonne performance sur une longue période de temps, ce qui est également une bonne chose. Donc, on tape ici, c'est le SEL, si je ne me trompe pas. SEL, il est où? Et voilà, le voici. Il est distribuant. Donc, généralement, si tu as la possibilité de trouver un qui est cumulatif, voilà, c'est encore mieux d'aller le chercher. Mais ici, on va le regarder. Voilà, on clique dessus, on va regarder la performance, on va déjà regarder la performance, on va regarder ici l'encours sous gestion ainsi que les frais liés. Et comme je te dis ici, il faut généralement aller comparer par rapport à ce que fait un autre fournisseur d'ETF, ok? Donc ici, voilà, c'est pas si pire, mais 1,57, 157 millions ici, 30%, en 0,30 ici. On regarde ici par rapport à je vais regarder sur toute la période, enfin pas sur toute la période, on va regarder ici en dessous. 10 ans ici, c'est 7,71%. Maintenant, est-ce que ça prend en considération le dividende ou bien c'est sans dividende? Mais c'est également assez respectable, d'accord? Donc, c'est pas si pire que ça. D'accord. Alors, donc, je continue ici. Donc, c'est également un bon ETF, c'est une bonne chose. On continue ici, on va regarder le prochain. Donc, ici, c'est le... Voilà, MSCI World, donc on n'a pas besoin de regarder ça à nouveau ici, donc je pense que lui, il est assez correct également. Donc moi, j'aime bien l'ETF World ici. Je sais que vous dites généralement que oui, l'ETF Monde, c'est trop pondéré au niveau des États-Unis. Je vous ai dit que ne regardez pas uniquement les entreprises sur le plan de la domiciliation aux États-Unis. Regardez ces entreprises-là, quand vous allez arriver à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que ces entreprises-là sont également investies à l'extérieur des États-Unis, dont la pondération géographique par rapport à leurs revenus est également élevé à l'extérieur des États-Unis. Et encore, qu'est-ce qui compte à la fin de la journée? C'est d'avoir les meilleures entreprises dans votre ETF. Et c'est ce que vous pouvez retrouver ici dans le problème de la géographie, etc. Moi, je ne pense pas que ce soit un véritable problème à long terme ici. Vous pouvez vous-même voir ici que l'ETF, en fait, en question, la façon dont il est constitué, ça prouve que dans le temps, que c'est un ETF la constitution est très bonne dans le temps. Donc, voilà, on va se limiter là. Donc, ça, c'est pour les actions. Ça, c'est pour les ETF. C'est une bonne chose. Ça, c'est déjà correct. S'il fallait juste donner une note ici par rapport aux ETF, moi, je te dirais ici que pour les ETF, je pense également que c'est une poche qui va continuer à grandir parce que quand je vois ici, voilà, le Tché Plus ici c'est une bonne chose. Je pense que oui, le Healthcare également, tu pourrais le rajouter, c'est une bonne chose, hein, parce que le secteur de la santé également pourrait être assez intéressant. J'aurais bien voulu avoir c'est pour ça que parfois je n'utilise pas l'Excel, comment on appelle ça, le PER moyen des entreprises qui sont dans cet ETF là, ça pourrait également être intéressant afin de se dire là où est-ce qu'on est situé, si on a un PER moyen de 12, si on a un PER moyen de 20 ou bien de 25. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, je sais que si on a un PER moyen de 25, là, je pense que c'est un peu trop élevé. Il faut vraiment qu'on ait une croissance élevée ici pour justifier un PER aussi élevé dans le temps. Donc, c'est important de regarder également le PER moyen dans le TF en moyenne, mais je ne sais pas si l'histoire donne cette information. Mais sinon, le Europe 600 Healthcare était assez bon, ainsi que celui-ci. Celui-ci n'est pas mal non plus, mais bon, à la fin de la journée, s'il fallait donner une note sur tes ETF, on te donnait un A. C'est correct, ok? Donc, et le A, il est subjectif. Hein. Le B n'est pas de mauvais non plus. C'est très... Enfin, si on a un C un jour, on dira pourquoi. Donc, Verallia ici, je pense que Verallia, tu as un prix d'acquisition ici, un PRU de 23, même pas besoin de regarder à nouveau Verallia. On pense qu'on l'avait déjà étudié ici plusieurs fois et c'était une entreprise qu'on aimait assez bien, même si elle pourrait avoir tendance à souffrir sur la période actuelle, mais voilà, c'est une assez bonne entité ici, d'accord? Et le but maintenant, c'est qu'elle rembourse la dette. Il faudrait absolument qu'elle rembourse cette dette-là et qu'elle continue à être aussi bien gérée. Pour le moment ici, on n'a que 2 ans ici d'historique, mais je sais qu'elle appartenait d'abord à un groupe, etc. Donc, pour le moment, ça va. Donc, tu as un très bon prix d'acquisition. Par rapport aux dividendes versés actuellement, je pense que voilà, ton rendement sur dividende est assez élevé, mais également au-delà de ça, tu pourrais également bénéficier de la croissance du prix. Donc, tu as un bon prix d'acquisition à ce niveau-ci, donc c'est assez intéressant. Et quand on voit c'est une entreprise qui a au moins la capacité de verser à peu près 250 millions ici en termes de net income, je vais pas regarder les free cash flow ici, mais bon, je pense qu'on a fait une vidéo ici sur Verallia et il me semble, si mes souvenirs sont bons, que ce n'était pas si mauvais que ça. Ok, donc on continue ici avec Stellantis. J'ai pas grand chose à rajouter sur Stellantis. Très sous-évalué en date d'aujourd'hui. Elle a beaucoup de cash, mais ce cash-là va servir aux investissements futurs, notamment ici pour les voitures électriques, etc. Mais pour le moment ici, toutes les voitures, surtout le secteur ici automobile, c'est un secteur ici qui pourrait également bien performer en 2023, même s'il y a des risques au niveau des taux d'intérêt, etc. Parce qu'on n'achète pas les ETF ici, on les achète pas ici à, comment on appelle ça?
on les achète pas ici, enfin, je dis les ETF, on n'achète pas les voitures ici plein tarif, donc on les achète généralement d'occasion, avec de la dette, donc on a besoin, les taux d'intérêt également ici sont importants. Peut-être en 2022, la demande était élevée, mais l'offre n'était pas notamment par rapport au retard ici, donc à la pénurie ici de certains composants, donc peut-être que ça va se normaliser cette année-ci, mais sinon, ces entreprises gagnent beaucoup d'argent actuellement, et ce n'est pas durable ce genre de marge-là. N'oubliez pas ça. Ruby, voilà, le prix également est assez intéressant en date d'aujourd'hui. Ruby a ses propres, enfin, techniquement, Ruby, dans les zones où Ruby opère, comme je l'ai dit précédemment dans le portefeuille ici de Val de Roche, c'était, Ruby opère dans des zones où elle est indispensable. Ici, son problème, c'est quoi? Quand le prix est élevé, les volumes vont peut-être avoir tendance à diminuer, mais quand le prix est bas, les volumes vont avoir tendance à augmenter. Donc, elle est immunisée par rapport au prix du pétrole. Et les zones dans lesquelles elle opère présentement sont des zones où l'énergie est indispensable, que ce soit le gaz ou le pétrole. D'accord? Il n'y a pas que ça, il y a également dans l'asphalte, ce genre de choses-là en Afrique. Donc, venant de ces zones-là, je sais qu'on en a réellement besoin. Et au cas où même il y a de l'instabilité politique, voilà, c'est une entreprise ici que les autorités, les nouvelles autorités en place vont généralement favoriser parce que la plupart du temps, vu que le chômage est élevé, parfois les gens se dirigent vers le transport ici et voilà, c'est assez important pour nourrir nos familles. Donc faites attention, enfin pas faites attention, les gouvernants ou les gouvernements n'ont pas d'intérêt ici à faire des changements aussi brusques, d'accord? Donc, Prosus, voilà, on en a parlé énormément toute l'année précédente. Vous savez exactement ce que je pense de Prosus. Prosus était la valorisation de Prosus ici était déjà inférieure à la valorisation globale de Tencent. Et en supplément de ça, vous aviez les autres segments de Prosus ici gratuits. Donc, je pense que le prix également de ton PEU sur Prosus est assez intéressant également. Donc sur BNP Paribas est sous-évalué du point de vue valeur d'actifs, les actifs tangibles par action. Ici, je pense qu'il y a un potentiel de croissance encore, même si les entreprises européennes ici dans le secteur bancaire ont tendance en termes d'actifs tangibles par action à être sous-évalués par rapport à leurs entités américaines. Je ne sais pas pourquoi, mais dans tous les cas de figure, il faut faire attention également aux banques. Moi personnellement, c'est pas un secteur que j'aime, mais voilà, du point de vue quantitatif, c'est assez sous-évalué ici. Donc ton PRU également ici est intéressant. Amundi, je pense que c'est la même chose. Hein. Amundi ici, c'est, voilà, par rapport à la période actuelle, Amundi, il y aura peut-être un ralentissement au niveau des bénéfices nets, mais à long terme ici, voilà, ça vous permet ici d'acheter vos ETF, ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait, c'est un secteur qui a de l'avenir de toutes les façons. Ok? Donc pour moi, Amundi, le prix actuel est également intéressant. Je pense que le dividende également est assez durable. Donc pour Air Liquide ici, je vois que Air Liquide, c'est une pondération, voilà, c'est une seule action, ça ne représente presque, entre parenthèses, presque rien, 1%, par rapport aux autres entités ici qui sont parfois à 15% dans ton portefeuille, entre 10, supérieur à 10% en tout cas. Donc peut-être Air Liquide, c'est une partie que tu as en train de construire présentement. Ça reste une belle entreprise qui a le potentiel de continuer à croître ici et également, pas juste la croissance parce qu'on imagine la croissance passée, mais quand on a regardé les marges précédemment, on s'est rendu compte que les marges de Air Liquide sont moins élevées que les marges de ses concurrents. Donc la question est de savoir pourquoi et s'il y a un potentiel d'augmentation des marges. Mais dans tous les cas de figure, ça reste une compagnie très très bien gérée. Le prix actuel c'est pas une aubaine waouh, mais c'est pas également un mauvais prix en date d'aujourd'hui pour celui qui veut construire une petite position à long terme. Donc ici, dans l'ensemble, sur ce portefeuille-ci, s'il fallait donner une note ici, je te donnerais un A. Mais attention, il faut voir ici que je pense que cette partie-ci aurait également tendance à augmenter. C'est bien d'avoir très peu de lignes, mais je pense que c'est également bien de ne pas mettre une grosse pondération sur certaines entreprises. Mais ça, c'est mon avis personnel dans le sens où, voilà, j'ai du mal avec 10%. Tu vois ce que je veux dire? Mais également, il faut prendre en considération que tu as également eu de la performance ici, etc. Et comme je pense que tu vas également ouvrir de nouvelles lignes plus tard. Donc, dans tous les cas de figure, si tu arrives à suivre déjà le peu d'entreprises que tu as présentement ici, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu peux peut-être avoir des compétences, enfin, même pas peut-être. C'est plus facile de suivre ce nombre d'entreprises ici. Ce n'est pas si mauvais que ça. Attention, d'accord? Parce que tu peux être concentré ici et ça peut être juste ton tempérament et tu as la capacité de le faire. OK? Donc, ce n'est pas si mauvais. OK? Mais voilà, c'est toujours bien d'essayer d'avoir un tout petit peu plus. Mais si en rajoutant, tu as moins de temps pour suivre tes investissements, vaut mieux ne pas rajouter et plutôt mettre au niveau de tes ETF. OK? Donc, maintenant, ça, c'est ton PEA, je pense bien. D'accord? Je ne vais pas préciser, mais quand je regarde ça ici, on a plutôt un PEA parce qu'il y a un second portefeuille ici. Je vois bien que tu as Unibail et Alphabet et ces deux entités ici qui ne vont pas aller dans un PEA, mais ça, c'est plus un CTO. Un CTO parce que je vois ici 88% pour Alphabet. Attention, c'est 88% dans un portefeuille peut-être de $1,000 ici, 1 000 euros. Donc, vous voyez ici, Alphabet,
C'est littéralement sous-évalué. Et je pense également ici que... Je pense que vous avez eu la réponse d'Alphabet par rapport à ChatGPT. Enfin, techniquement, ce n'est pas encore public. Le monsieur tout le monde ne peut pas encore l'utiliser, mais Alphabet a déjà sa réponse depuis très très longtemps. Et il faut souvent faire attention au next big thing quand tout le monde commence à bavarder par rapport à un sujet. Restez tranquille. On observe, on attend les rapports financiers ici, on lit. Dans les derniers rapports financiers, ils ont parlé beaucoup d'intelligence artificielle. Pour ceux qui ont lu ça ici, c'est assez intéressant. Cette entreprise est toujours sous-évaluée, mais elle va souffrir présentement par rapport au ralentissement de la publicité, etc. Son véritable risque ici, c'est son démantèlement. Et comme je l'ai dit tantôt, si c'est une entreprise qu'on vient à démanteler si le gouvernement américain vient à démanteler cette entité-là, je pense que ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir des petites parties de Alphabet. Donc, YouTube déjà a une certaine valeur, Android a une certaine valeur, le moteur de recherche également a une certaine valeur, et peut-être la partie ici qui est généralement la partie qu'on ne voit pas, qui est la partie qui s'occupe ici de la publicité, la centralisation, la publicité, etc. ici, a également une certaine valeur. Donc, moi, la loi antitrust ne me fait pas peur du point de vue investisseur. C'est du point de vue entrepreneur que ça peut faire peur. Peut-être que toutes les entreprises, les entités ici combinées permettent ici de maintenir d'avoir des avantages concurrentiels assez élevés, donc un mot assez élevé, donc presque imprenable ici. Donc, pour le moment, bien sûr. Maintenant, Unibail est la seule raison pour laquelle je cautionne Unibail, c'est parce qu'on a du Xavier Niel au conseil d'administration et il s'est battu pour qu'on ne dilue pas les actionnaires ici. Et il s'est également battu pour que cette entité-ci se départisse de ses activités aux États-Unis et se reconcentre ici sur son cœur de métier en Europe, notamment toujours en gardant en tête la qualité. Donc, pour le moment, c'est quelque chose qui continue à être effectué. Donc, je pense ici que les derniers rapports que j'avais lus par rapport à cette compagnie-ci, tout se passait bien. Donc, on va attendre le rapport annuel ici pour voir où est-ce qu'on en est. Mais je pense que Unibail va pouvoir remettre son dividende ici si elle continue sur cette lancée-ci et également rembourser cette dette-là. OK? Donc, je pense qu'elle a également Enfin, si on se fie juste à la valeur de ses actifs en date d'aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez intéressant. OK? Donc, c'est un bon choix. S'il fallait donner également une note ici, tu pourrais avoir un A. Littéralement. Moi, j'aime bien les deux entreprises que tu as choisies tantôt. Mais attention, mais je pourrais parler d'Alphabet parce que nous sommes tous les deux actionnaires sur Alphabet, mais sur Unibail ici, j'ai juste un avis parce que voilà, c'est une entreprise que j'ai à peu près son équivalent aux États-Unis qui est Simon Property Group. Et voilà, et Simon Property Group, la façon dont elle est gérée ici, c'est une belle entité. Et si Unibail suit les mêmes pas ici, on pourrait se dire que c'est assez correct. Unibail se retrouve dans cette situation à cause de son management qui a fait une acquisition à des prix démesurés. Maintenant, on se retrouve que les taux d'intérêt augmentent, on doit rembourser la dette, la pandémie est arrivée. Donc, la décision de couper le dividende, c'était la meilleure décision possible. Et c'est une bonne chose de le faire. Parfois, il est bon de couper le dividende ici, même si l'entreprise ici peut le payer. Mais il faut privilégier ici le remboursement de la dette parce que si on rembourse la dette ici, le dividende sera remis, le dividende sera réactivé et votre rendement sur coût d'acquisition sera assez élevé. Je pense que vous avez suivi, il y a une entreprise ici qui a coupé son dividende dernièrement. Je pense que c'est Heinz Brands qui a coupé son dividende. C'est ticker symbole HBI. Beaucoup ont vendu les actions cette journée. Je pense qu'on avait fait une vidéo justement sur Heinz. Oui, c'est une bonne décision d'avoir coupé ce dividende-là. Si je ne me trompe, oui, c'est une bonne décision de l'avoir fait ici. Donc, ils ont coupé le dividende. Ça reste la consommation discrétionnaire, le textile, etc. En période difficile, voilà. C'est un secteur ici qui est assez compliqué. Donc, c'est une entreprise également qui a une dette de 4 milliards. Donc, elle peut rembourser cette dette-là. Mais attention, on ne sait jamais, on ne sait pas si la situation va se détériorer ou pas, mais le management, en coupant déjà le dividende, nous envoie déjà un message pour nous dire qu'attention, là, on va privilégier ici le remboursement ici de la dette. C'est une bonne chose. OK? Donc, pour Unibail, c'était la bonne chose, c'était la meilleure chose à faire ici de couper le dividende. Donc pour ceux qui veulent partager leur portefeuille ici, toujours, donc comme je l'ai dit ici, partagez-le dans le Discord. Donc pour ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter, vous avez le lien également sur votre plateforme Gumroad. Pour ceux également qui veulent aller plus loin, vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant au service Top Premium. Plus quand je dis soutenir, c'est pas comme si vous recevez ça, c'est totalement, vous ne recevez rien en échange. Donc vous recevez généralement des analyses sectorielles que vous avez dans le service Top
top newsletter ici, ainsi que des analyses quantitatives. Vous pouvez le demander ici, par exemple, Thierry, est-ce que tu peux analyser Mercedes, Johnson Johnson, etc. Et je le fais rapidement. Ainsi que vous pouvez également, vous recevez chaque mois deux notes d'analyse concernant des entreprises qui me semblent sous-évaluées, ainsi que des notes de suivi. Donc, on ne propose pas juste l'entreprise, mais on continue à faire le suivi. Sans compter ça, vous avez toute ma disponibilité sur le Discord ici, le temps de répondre à toutes vos questions. Même si vous débutez ici, peut-être que vous avez besoin d'une orientation par rapport à un livre, peut-être que vous avez besoin d'un éclaircissement, peut-être que vous avez lu un rapport financier, vous ne comprenez pas bien quelque chose, on pourrait aller regarder ça en profondeur. Donc ici, ce n'est pas pour vous rendre dépendant, mais pour vous aider le plus possible à vous rendre de plus en plus indépendant. Parce que c'est uniquement grâce à votre indépendance que vous pourrez investir avec sérénité à long terme. Et vous-même, vous pouvez aller voir le prix tout simplement à ce niveau-là et modique entre parenthèses pour 12 mois et le travail qui est effectué à l'intérieur ou bien le temps qui est investi à l'intérieur. OK? Donc, on va se donner pour moi ici le portefeuille global ici de N6 est assez, moi j'aime bien ce portefeuille globalement, ok, même s'il y a très peu de positions ici, je pense que tu vas avoir tendance à les augmenter petit à petit. N'oublie pas, une entreprise c'est au-delà des chiffres, donc tu as bien sélectionné tes entités ici, donc maintenant il faut faire le suivi, ok, je pense que globalement ici tu as un portefeuille assez correct et si tu te concentres sur le suivi de ces entreprises, si tu pourras avoir, il y a de fortes chances que si tu aies de bons résultats à long terme, surtout si tu continues à te concentrer sur ces entreprises, sur des entreprises ultra qualitatives ou bien sur des entreprises bien gérées. OK? Donc, au niveau des ETF également, c'est correct. Continue comme ça. Sinon, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et on attend avec impatience le prochain portefeuille d'un de nos abonnés. Merci à vous.